Perdu dans l'immensité aveuglante du plus grand désert de celle du monde, un géologue se retrouve sans repère, sans espoir. Mais là où d'autres ne voient qu'un vide blanc, il voit une structure, un langage. Armé de sa seule connaissance des cristaux, il va transformer la lumière du soleil en une carte et un simple morceau de sel en un instrument de survie capable de créer le feu. C'est une histoire de survie contre l'impossible, où la science devient magie. Si vous aimez les récits où l'intelligence est la seule arme face à la nature, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le salar de Uyuni n'était pas un paysage, c'était une absence de paysage. Une page blanche de la taille d'un petit pays, sur laquelle le ciel écrivait ses humeurs en bleu intense ou en gris menaçant. Pour le docteur Alistair Finch, géologue spécialisé en cristallographie, ce n'était pas un vide, mais la plus grande et la plus parfaite structure cristalline de la planète. Il était venu ici, dans ce coin reculé de la Bolivie, non pas pour la beauté surréaliste du lieu, mais pour ses secrets. Il étudiait la formation des cristaux de thalite, le sel-gemme, dans des conditions extrêmes, espérant comprendre les processus qui pourraient exister sur d'autres planètes, comme Mars. Son véhicule, un vieux Toyota Land Cruiser surchargé de matériel scientifique et de provisions, était une minuscule verrue métallique rampant sur une mer infinie de sel blanc. Depuis 3 jours, il n'avait croisé âme qui vive. Le silence était absolu, un silence si profond qu'il en devenait un son, un bourdonnement constant dans ses oreilles. Le soleil, à cette altitude de plus de 3600 mètres, était d'une violence inouïe. Sa lumière se réverbérait sur la surface blanche avec une intensité aveuglante, forçant Alistair à porter des lunettes de glacier même à l'intérieur du véhicule. Le monde extérieur était une abstraction, une toile surexposée où la ligne d'horizon se dissolvait dans un mirage tremblotant. Il était un astronaute naviguant sur une planète de sel. La panne survint sans le moindre avertissement. Il n'y eut pas de bruit de tout du moteur, pas de voyant d'alarme. Le moteur s'arrêta tout simplement, comme si on avait coupé le contact. Le 4X4 ralentit et s'immobilisa dans un silence encore plus profond qu'auparavant. Alistair sentit une première pointe d'angoisse. Il coupa la musique classique qui jouait doucement sur son lecteur MP3 et tendit l'oreille. Rien. Il tourna la clé. Le tableau de bord s'alluma, mais le démarreur ne produisit qu'un clic sec et pathétique. Il soupira, un mélange d'agacement et d'inquiétude. Il n'était pas un mécanicien, mais il avait des notions de base. Il sortit du véhicule, et la chaleur et la lumière l'assaillirent comme un coup de poing. Il ouvrit le capot, mais ne vit rien d'anormal. Pas de fumée, pas de fuite. Il vérifia la batterie, les fusibles. Tout semblait en ordre. Il passa les 2 heures suivantes à consulter le manuel technique, à essayer de redémarrer, à taper sur des pièces au hasard, un rituel de plus en plus désespéré. Rien. Le clic sec était la seule réponse de la machine. Le soleil commença à descendre vers l'horizon, et l'angoisse d'Alistair se mua en une peur froide et rationnelle. Il fit l'inventaire de sa situation. Il se trouvait au cœur du Salar, à au moins une journée de route de la ville la plus proche, Uyuni. Son téléphone satellite, son seul lien avec le monde, était mort, la batterie à plat, et le chargeur du véhicule, bien sûr, ne fonctionnait plus. Il avait environ 10 litres d'eau potable, quelques boîtes de conserve et des barres de céréales. Assez pour quelques jours, s'il était prudent. Mais le Salar était un piège. Marcher était presque impossible. Sans repère, sans ombre, la désorientation était quasi instantanée. La réverbération du soleil sur le sel pouvait rendre aveugle en quelques heures. Et même s'il parvenait à marcher, dans quelle direction? Nord, sud et ouest n'étaient que des concepts abstraits dans cette immensité blanche. La nuit tomba, et avec elle, un froid glacial. Le ciel, débarrassé de toute pollution lumineuse, se remplit d'étoiles d'une clarté stupéfiante. Mais leur beauté ne lui apporta aucun réconfort. Il était un naufragé sur un océan de sel, son 4X4 une épave inutile, et il était seul. Complètement et absolument seul. La peur menaçait de le submerger, mais il la repoussa avec la discipline d'un scientifique. La panique était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Il devait analyser, observer, trouver une solution. Son regard se posa sur la surface du Salar, qui brillait d'une lueur fantomatique sous la lumière des étoiles. Ce n'était pas un vide. C'était un cristal. Et il connaissait les cristaux. La première nuit fut une épreuve de survie mentale. Le froid mordant de l'altiplano s'infiltra à travers les parois du Land Cruiser, forçant Alistair à s'envelopper dans toutes les couvertures et tous les vêtements qu'il put trouver. Le silence était si profond qu'il pouvait entendre le bruit de son propre sang circulant dans ses veines. Chaque craquement de la carrosserie du véhicule, qui se contractait sous l'effet du froid, le faisait sursauter. Le sommeil était impossible. Son esprit, libéré des distractions du monde moderne, tournait à plein régime, oscillant entre une peur glaciale et une analyse rationnelle de sa situation. Il était un homme de science,
Un homme qui croyait que chaque problème avait une solution logique. Mais ici, face à l'immensité et à l'indifférence de la nature, la logique semblait une arme bien dérisoire. Il pensa à sa femme et à ses enfants à des milliers de kilomètres de là, en Écosse. L'idée de ne plus jamais les revoir fut une douleur physique, une torsion dans ses entrailles qui menaça de le briser. Il se força à repousser ses pensées. L'apitoiement était un poison. Il devait se concentrer sur les faits. Fait numéro 1, il était perdu. Fait numéro 2, ses ressources étaient limitées. Fait numéro 3, personne ne savait exactement où il était, et les secours, s'ils venaient, mettraient des jours, peut-être des semaines, à le trouver. Sa seule chance était de trouver un moyen de se déplacer, de manière cohérente et dans une direction précise, vers le bord du Salar. Mais comment s'orienter dans un monde sans repère? Le soleil se leva, et avec lui, la fournaise revint. La surface blanche devint une plaque chauffante, et la lumière, une torture pour les yeux. Il sortit du véhicule, ses mouvements lents et délibérés, pour ne pas gaspiller d'énergie. Il regarda autour de lui. Le blanc. Partout. L'horizon était une ligne parfaite, un cercle qui l'enfermait. C'est alors que son regard de géologue prit le dessus. Il cessa de voir le Salar comme un ennemi, comme un vide. Il commença à le voir pour ce qu'il était, une formation géologique d'une complexité et d'une beauté incroyables. Il s'agenouilla, ignorant la chaleur qui montait du sol, et examina la surface de plus près. Ce n'était pas une surface lisse. C'était une mosaïque de polygones, des formes hexagonales pour la plupart, créées par le cycle de cristallisation et d'évaporation du sel. Et la surface de ces polygones n'était pas uniforme. Elle était composée de milliards de petits cristaux de halite, chacun avec ses propres facettes, ses propres angles. Il se souvint d'un cours qu'il avait donné à l'université d'Édimbourg, un cours sur l'optique cristalline. Il avait expliqué à ses étudiants comment la structure interne d'un cristal affectait la manière dont la lumière le traverse. Il leur avait parlé de la biréfringence, de la polarisation, de la manière dont un simple cristal de calcite pouvait dédoubler une image. Il leur avait parlé de la manière dont les anciens vikings auraient utilisé des pierres de soleil, des cristaux de cordierite, pour naviguer en mer par temps couvert, en détectant la polarisation de la lumière du soleil. Ces souvenirs, autrefois purement académiques, prirent soudain une importance vitale. La lumière du soleil n'était pas uniforme. Elle était polarisée. Et la manière dont elle se réfléchissait et se réfractait sur les cristaux de sel devait, en théorie, dépendre de l'angle du soleil. Si c'était le cas, alors la lumière elle-même pouvait devenir sa boussole. Il avait besoin d'un filtre polarisant pour tester sa théorie. Il pensa à ses lunettes de soleil, mais elles étaient de mauvaise qualité, de simple verre teinté. Puis il se souvint. L'écran LCD de son appareil photo numérique cassé. Les écrans LCD fonctionnent en utilisant des filtres polarisants. Il retourna au véhicule, et avec son couteau suisse, il démonta délicatement l'appareil photo. Il récupéra le petit film polarisant de l'écran, un carré de plastique sombre et fragile. C'était peut-être la clé de sa survie. Il retourna à l'extérieur, le cœur battant d'une excitation scientifique qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il tint le petit filtre devant son œil et regarda la surface du Salar. En le faisant tourner, il vit le monde changer. L'éblouissement intense diminua, et des motifs subtils, des variations de luminosité et de couleur, apparurent sur la surface du sel. Sa théorie était correcte. Le Salar n'était pas une surface uniforme. C'était une carte. Une carte écrite avec la lumière. Et il était le seul homme au monde capable de la lire. Alistair passa le reste de la journée à perfectionner sa nouvelle technique de navigation. Il comprit que le simple filtre polarisant de son appareil photo n'était qu'un début. Il avait besoin de comprendre la grammaire de ce nouveau langage visuel. Il s'assit sur le sol salin, le dos appuyé contre un pneu de son Land Cruiser pour avoir un semblant d'ombre, et commença une série d'observations méthodiques. En regardant à travers son filtre et en le faisant tourner lentement, il remarqua que l'intensité de la lumière réfléchie par les cristaux de sel changeait de manière prévisible. Il y avait un angle précis où la lumière était la plus sombre, et un autre, à 90 degrés, où elle était la plus brillante. Ce phénomène, il le savait, était dû à la polarisation de la lumière du soleil par l'atmosphère. L'axe de polarisation était toujours perpendiculaire à la direction du soleil. Même s'il ne pouvait pas regarder le soleil directement, il pouvait déterminer sa position exacte dans le ciel en trouvant l'angle de polarisation maximale. C'était sa boussole. Il utilisa son couteau pour graver un cercle rudimentaire sur la surface d'un polygone de sel, avec des marques pour les points cardinaux. En utilisant sa montre pour connaître l'heure, et donc la position approximative du soleil, il put calibrer sa nouvelle boussole de lumière. Il confirma que l'est était bien là où le soleil se levait, et l'ouest là où il se couchait. C'était une première victoire,
immense et rassurante. Mais il découvrit bientôt quelque chose d'encore plus fascinant. La polarisation n'était pas le seul indice. La structure même des cristaux de halite, bien que cubique, présentait des imperfections, des variations de taille et d'orientation. Ces imperfections créaient des motifs de réfraction subtile, de minuscules arcs-en-ciel et des caustiques, des concentrations de lumière, qui changeaient en fonction de l'angle du soleil. En observant attentivement ces motifs, il pouvait non seulement déterminer la direction, mais aussi estimer l'heure avec une précision surprenante, simplement en regardant la texture de la lumière sur le sol. Le salar n'était plus une page blanche. C'était devenu un cadran solaire d'une complexité infinie. Le lendemain matin, il se sentit prêt à tenter sa première excursion. Il remplit une bouteille d'eau, prit quelques barres de céréales et laissa une note dans son véhicule au cas où. Il décida de se diriger vers l'est, en direction de la ville d'Uyuni, même s'il savait qu'elle était à des dizaines, peut-être des centaines, de kilomètres. Marcher sur le salar était une expérience étrange. Le sol était dur, croquant sous ses bottes, mais la lumière constante et l'absence de repères créaient une sensation de surplace, comme s'il marchait sur un tapis roulant. Il devait constamment s'arrêter, s'agenouiller, et vérifier sa direction avec son filtre polarisant et l'observation des motifs lumineux. C'était un processus lent, épuisant, mais qui fonctionnait. Il marchait pendant 1 heure, puis faisait une pause, buvant de petites gorgées d'eau. La chaleur était implacable. Il sentait la sueur s'évaporer instantanément sur sa peau, laissant une fine couche de sel. Il savait que la déshydratation était son plus grand ennemi. Après plusieurs heures de marche, il se retourna. Le Land Cruiser n'était plus qu'un petit point noir à l'horizon, presque invisible. Un sentiment de panique le saisit. C'était sa seule base, son seul abri. S'il le perdait de vue, il serait vraiment perdu. Il décida de ne pas s'éloigner davantage pour le moment. Il devait d'abord résoudre un autre problème crucial, le froid de la nuit. Il avait survécu à une nuit, mais il savait qu'il ne pourrait pas continuer à puiser dans ses réserves d'énergie indéfiniment. Il avait besoin d'un feu. Un feu pour la chaleur, pour faire bouillir de l'eau salée s'il trouvait une source de saumure, et pour servir de signal de détresse. Mais comment faire un feu dans un monde fait de sel, sans la moindre trace de bois, d'herbe sèche, ou de quoi que ce soit de combustible? Il retourna vers son véhicule, son esprit déjà aux prises avec ce nouveau défi. En chemin, son regard fut attiré par un éclat différent sur le sol. Ce n'était pas le scintillement habituel des petits cristaux. C'était un éclat plus grand, plus pur. Il se pencha et ramassa un fragment de halite, un cristal de sel gemme de la taille de son poing, d'une transparence presque parfaite. Il le tint à la lumière, et le soleil se brisa à travers ses facettes en un kaléidoscope de couleurs. Il se souvint d'une autre leçon, d'un autre principe de physique. La concentration de la lumière. Une lentille. Il regarda le cristal dans sa main, puis le soleil implacable au-dessus de sa tête. L'idée était folle, presque impossible. Mais c'était la seule qu'il avait. La nuit suivante fut encore plus froide que la précédente. Alistair, de retour dans la sécurité relative de son véhicule, grelottait de manière incontrôlable, ses dents claquant malgré les couches de vêtements. Le froid n'était plus seulement un inconfort, c'était une menace mortelle. L'hypothermie, il le savait, pouvait tuer aussi sûrement que la déshydratation. La nécessité d'un feu était devenue une obsession, une question de survie à court terme. L'idée d'utiliser un cristal de sel comme une lentille pour concentrer les rayons du soleil était à la fois brillante et désespérément difficile. Il passa les premières heures de la journée suivante, lorsque la lumière était moins intense, à chercher le matériau parfait. Il ne cherchait pas n'importe quel morceau de sel. Il avait besoin d'un cristal de halite d'une pureté exceptionnelle, sans les inclusions laiteuses ou les fractures internes qui disperseraient la lumière au lieu de la concentrer. Il marcha en cercle autour de son véhicule, ses yeux balayant la surface blanche, à la recherche de cet éclat particulier, de cette transparence qui trahirait la présence d'un cristal de qualité gemme. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, à la différence que la botte de foin était un désert de 10 000 km². Après des heures de recherche infructueuse, il était sur le point d'abandonner. Il s'assit, découragé, et commença à creuser distraitement la croûte de sel avec son couteau. À environ 10 cm sous la surface, là où le sel était plus humide et protégé des intempéries, il sentit sa lame heurter quelque chose de dur. Il dégagea soigneusement le sel et le sortit. C'était un bloc de halite de la taille d'un pamplemousse, d'une clarté stupéfiante. Il était presque parfaitement transparent, avec de larges faces cristallines naturelles. Il l'avait trouvé. La deuxième partie du problème était le combustible. Il n'y avait absolument rien à brûler sur le salar. Pas une brindille, pas une feuille morte. Il fouilla son véhicule de fond en comble. Il trouva un vieux nid d'oiseau, fait de brindilles et de duvet, coincé dans le châssis sous la voiture,
probablement depuis son passage dans une zone plus fertile des semaines auparavant. C'était un cadeau du ciel, une petite boule de matière parfaitement sèche et inflammable. Il trouva également un morceau de coton dans sa trousse de premier secours et quelques bouts de papier dans la boîte à gants. Ce serait son amadou. Maintenant, la partie la plus difficile commençait, transformer le bloc de sel brut en une lentille convexe fonctionnelle. Il n'avait pas d'outil de lapidaire. Il n'avait que ses mains, son couteau suisse, et les ressources limitées de son environnement. Il se souvint des techniques primitives de polissage. Il avait besoin d'un abrasif. Le sel lui-même, sous forme de poudre fine, pouvait servir d'abrasif doux. Pour un polissage plus grossier, il avait besoin de quelque chose de plus dur. Il fouilla dans sa mallette d'échantillons géologiques. Il y trouva une petite géode de quartz qu'il avait ramassée au début de son voyage. Le quartz, avec une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs, était bien plus dur que la halite, 2.5. Il brisa la géode avec son marteau de géologue, obtenant des éclats de quartz aux arêtes vives. Il avait maintenant ses outils. Le processus de façonnage commença. Il passa des heures, sous le soleil brûlant, à frotter patiemment une des faces du cristal de sel avec un éclat de quartz. Le travail était incroyablement lent et fastidieux. Il devait créer une courbure douce et régulière, une forme de lentille. Chaque mouvement devait être précis pour ne pas fracturer le cristal. La sueur coulait de son front, se mêlant à la poussière de sel sur ses mains, créant une pâte abrasive qui lui rongeait la peau. Ses mains devinrent rapidement à vif, mais il ignora la douleur, entièrement concentré sur sa tâche. Il n'était plus un géologue. Il était un artisan de l'âge de pierre, un sculpteur de cristal, luttant contre le temps et les éléments. Le soleil commença à décliner, et il n'avait pas encore fini. Il savait qu'il n'aurait qu'une seule journée pour réussir. Demain, il devrait recommencer, avec moins d'eau, moins d'énergie. La pression était immense. Il travailla jusqu'à ce que ses doigts soient engourdis, jusqu'à ce que ses yeux, malgré ses lunettes, soient douloureux à cause de la réverbération. Enfin, alors que le soleil touchait presque l'horizon, il sentit que la courbure était correcte. La surface n'était pas parfaitement lisse, mais elle était convexe. Il était temps de tester son œuvre. La nuit fut une agonie. Le froid semblait encore plus intense, et la douleur de ses mains à vif, couvertes d'une croûte de sel et de sang séché, le tenait éveillé. Chaque mouvement était une torture. Mais une nouvelle énergie le parcourait, l'excitation fébrile de l'inventeur sur le point de tester sa création. Il attendit l'aube avec une impatience presque insoutenable. Dès que les premiers rayons du soleil frappèrent le salar, il sortit du véhicule. Il avait sa lentille de sel, son amadou, le nid d'oiseau et le coton, et un petit tas de papier déchiqueté. Il savait qu'il avait besoin d'une surface sombre pour absorber la chaleur. Il utilisa un des tapis de sol en caoutchouc noir de son 4x4. Il s'agenouilla, ses genoux protestants, et plaça soigneusement le petit tas de duvet du nid d'oiseau au centre du tapis. Puis, il prit sa lentille de sel. Il la tint entre le soleil et l'amadou, ses mains tremblant légèrement à cause du froid et de la fatigue. Il commença à ajuster la hauteur et l'angle de la lentille, cherchant le point focal. Au début, il ne vit qu'une tache de lumière diffuse. Il ajusta à nouveau, plus lentement cette fois. La tache de lumière commença à se rétrécir, à devenir plus intense. Il sentait la chaleur du soleil sur le dos de ses mains, amplifiée par le cristal. La tache devint un petit point de lumière d'une blancheur aveuglante. Il l'avait trouvé. Le point focal. Il le maintint immobile sur le duvet, une tâche incroyablement difficile avec ses mains tremblantes. Il retint son souffle. 1 seconde. 2 secondes. Rien. Le doute commença à s'insinuer. Avait-il mal calculé? La lentille n'était-elle pas assez parfaite? Puis, il vit une minuscule volute de fumée blanche s'élever de l'amadou. Son cœur fit un bond. Il ne bougea pas, gardant le point de lumière parfaitement stable. La fumée devint plus épaisse. Une odeur âcre de brûlé emplit l'air. Il vit une petite braise rouge apparaître au centre du point lumineux, un point de vie incandescent dans l'immensité blanche. Il retira rapidement la lentille et se pencha sur la braise, soufflant doucement, très doucement. La braise s'illumina, puis une petite flamme jaune et fragile jaillit du duvet. Il avait réussi. Il avait créé le feu. Avec des gestes d'une précaution infinie, il ajouta de petits morceaux de coton, puis de papier, nourrissant la flamme, la regardant grandir. Il sentit la chaleur sur son visage, une chaleur bienfaisante qui n'était pas celle, agressive, du soleil. C'était la chaleur de la vie, de la civilisation, de l'espoir. Il avait vaincu le salar. Il avait utilisé les propres éléments du désert, le sel et le soleil, pour le soumettre. Il n'était plus une victime. Il était un survivant. Il passa le reste de la journée à entretenir son précieux feu,
utilisant des morceaux de caoutchouc de ses pneus et l'huile de son moteur comme combustible. La fumée noire qui s'élevait était un signal, un message envoyé au monde. Le feu changea tout. La nuit suivante, au lieu de grelotter dans l'obscurité de son véhicule, Alistair était assis près d'un petit brasier, sa silhouette se découpant sur les flammes dansantes. La chaleur chassait le froid mordant et tenait à distance le sentiment d'isolement total. Le feu était une présence, un compagnon. Il lui permit également de faire quelque chose de crucial, obtenir de l'eau. Il avait remarqué de petites poches de saumure, de l'eau hypersalée, juste sous la croûte de sel. En utilisant une plaque de métal de son véhicule comme un récipient et son feu pour faire bouillir la saumure, il put en distiller l'eau. Il utilisa une autre pièce de métal, plus froide, pour condenser la vapeur, recueillant de précieuses gouttes d'eau douce. Le processus était lent, inefficace, mais il fonctionnait. Il n'était plus limité à ses 10 litres de départ. Tant qu'il avait du combustible, il avait de l'eau. Les jours suivants s'installèrent dans une nouvelle routine. Le jour, il utilisait sa boussole de lumière pour faire de courtes excursions, s'éloignant de plus en plus de son véhicule, laissant des marques sur le sel pour retrouver son chemin. Il cherchait des signes de vie, une route, n'importe quoi. La nuit, il entretenait son feu, distillant de l'eau et se reposant. Il se sentait plus faible physiquement, mais mentalement, il était plus fort que jamais. Il avait repris le contrôle de son destin. Le 4e jour après avoir allumé le feu, alors qu'il était à plusieurs kilomètres à l'est de son véhicule, il vit quelque chose à l'horizon. Ce n'était pas un mirage. C'était un nuage de poussière. Un véhicule. Il se mit à courir, agitant les bras, criant à plein poumon, sa voix faible se perdant dans l'immensité. Le véhicule, un autre 4x4, semblait se diriger dans sa direction. Il continua à courir, son cœur rempli d'un espoir fou. Le véhicule s'arrêta à une centaine de mètres de lui, et 2 hommes en sortirent, des guides locaux. Ils le regardèrent avec un mélange d'étonnement et d'incrédulité. Ils avaient vu la colonne de fumée noire à des kilomètres de distance, un signal incongru dans le désert blanc, et avaient décidé d'enquêter. Ils s'attendaient à trouver une épave en feu, pas un homme seul, debout au milieu de nulle part. Quand Alistair, entre 2 gorgées d'eau fraîche, leur expliqua comment il avait survécu, comment il avait navigué avec la lumière et fait du feu avec du sel, ils secouèrent la tête, incrédules. Pour eux, c'était de la magie. Pour Alistair, ce n'était que de la science. Alors qu'il montait dans leur véhicule, laissant derrière lui son 4x4 et les restes de son campement, il jeta un dernier regard sur le Salar. Ce n'était plus un ennemi. C'était un adversaire qu'il avait appris à respecter, un adversaire qui lui avait appris une leçon profonde sur la résilience et le pouvoir de la connaissance. Il était venu ici pour étudier les cristaux, et à la fin, ce sont les cristaux qui l'avaient sauvé. Il repartait non seulement avec ses données scientifiques, mais avec une histoire que personne ne croirait jamais, l'histoire du géologue qui avait lu la lumière et apprivoisé le feu au cœur de l'océan blanc.